À la fin de l'année 1969, les habitants des villes du nord de la Californie sont en panique. Les parents ont peur de laisser leurs enfants sortir de la maison. La police recommande à tous de rester à l'écart des endroits vides et peu peuplés. La raison de la peur des habitants de ces villes calmes et paisibles de l'ouest des États-Unis est la suivante. Un tueur en série commet plusieurs crimes sanglants. La police ne parvient pas à retrouver le coupable, et c'est alors qu'il envoie lui-même des lettres aux journaux. Celles-ci contiennent non seulement des détails sur les meurtres, mais aussi des codes mystérieux. Les messages sont signés par un auteur, au nom tout aussi mystérieux, le Zodiaque. Les mois et les années passent. Le nombre de victimes et de lettres augmente, mais la police n'a pratiquement aucune piste. Même pour ceux qui sont peu nombreux, il n'y a pas suffisamment de preuves pour porter des accusations. Pendant ce temps, le Zodiaque est connu dans tout le pays. Il fait l'objet d'articles dans les journaux, de reportages à la télévision et même de films hollywoodiens. L'Amérique a officiellement son propre Jack l'Éventreur. Comme dans le cas du célèbre tueur britannique, le Zodiaque disparaîtra soudainement. Après quelques années, les meurtres et les lettres aux journaux cesseront. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé, et le Zodiaque demeure l'un des principaux mystères non résolus du XXe siècle. Personne ne sait qui il était, pourquoi il a commis ses crimes, envoyé des lettres et où il a finalement disparu. Certains des codes n'ont pu être déchiffrés ni par la CIA, ni par le FBI pendant des décennies. Nous, quelques passionnés, allons aujourd'hui examiner cette affaire en détail et analyser les preuves. Aujourd'hui, nous allons examiner cette affaire en détail, analyser les preuves et les déchiffrer. La Californie est un endroit souvent associé à deux mots, chaleur et ensoleillement. Cependant, dans le nord de l'État, quelques jours avant Noël catholique, il fait souvent assez froid. Le soir du 20 décembre, la température est tombée en dessous de zéro. À 8 heures, David Faraday vient chercher Betty Lou Jensen chez elle. C'est leur premier rendez-vous. Il a 17 ans, elle en a un de moins. Tous deux sont au lycée et, comme on dit, les jeunes sont bien vus. David et Betty informent leurs parents qu'ils se rendent à un concert de Noël et qu'ils seront de retour à 23 heures. Au lieu de cela, ils se dirigent vers le lac le plus proche. Il y a plusieurs endroits discrets à proximité que l'on pourrait traduire de l'anglais par « coin des amoureux ». En réalité, les coins des amoureux sont de petits terrains vagues près de la route où l'on peut garer sa voiture et se retrouver en tête à tête. L'existence de tels lieux est tout à fait naturelle pour l'Amérique typique à un étage. Tout d'abord, la voiture est le principal moyen de transport présente dans chaque famille. Ensuite, il est possible d'obtenir son permis dès 16 ans. Et enfin, on peut les appeler des coins des amoureux. Troisièmement, c'est l'âge où l'on a très envie de passer du temps en dehors de la maison parentale, mais où l'on n'a pas encore son propre logement. À 23 heures, David et Betty ne sont toujours pas rentrés. À ce moment-là, des témoins aperçoivent leur voiture, des jeunes se trouvant au même endroit, près du lac Herman. Environ 10 à 15 minutes plus tard, la situation suivante se produit. Une voiture inconnue se gare derrière celle de David. Un homme en sort et demande aux jeunes de descendre. L'homme reçoit un refus, après quoi il sort un pistolet et commence à tirer sur les vitres. David est gravement blessé. Betty parvient à sortir de la voiture et à courir sur quelques mètres. Le tueur tire 5 balles dans sa direction. Environ 10 minutes plus tard, une femme vivant à proximité découvre la scène de crime sanglante et appelle la police.
La jeune femme est déjà morte. Son corps se trouve à environ 10 mètres de la voiture. Le jeune homme à l'intérieur de la voiture respire encore. Il mourra plus tard, à l'hôpital. Ce crime devient rapidement ce que les Américains appellent d'une affaire froide. Dans le jargon russe, on parle de Vissiak ou de Gloukhari. Aucun témoin n'est trouvé ayant vu le criminel ou le crime lui-même, et à cet égard, le tueur a eu de la chance. L'endroit est certes isolé, mais pas complètement désert. Il y a une route assez fréquentée à proximité, où des voitures circulent en permanence, et plusieurs fermes se trouvent à une distance relativement proche. En raison des températures négatives ce jour-là, les détectives ne parviennent pas à obtenir des empreintes de pneus valables de la voiture du tueur, et encore moins celles de ses chaussures. Oui, ils découvrent des dizaines d'étuis de balles, déterminent le calibre et la marque probable du pistolet, mais cette information ne leur apporte rien. Il est également important de comprendre le niveau de sécurité et de provincialité de l'endroit où tout cela s'est produit. L'enquêteur qui s'occupait de l'affaire avait, au cours de l'année précédente, seulement 2 meurtres à son actif. La logique des policiers est la suivante. Aucun signe de vol ou de violence n'a été découvert. Il est possible que le tueur connaissait la victime. On commence à l'examiner pour des ennemis, d'autres prétendants jaloux de la jeune femme, mais tous ont un alibi. L'hypothèse selon laquelle cela pourrait être l'œuvre d'éléments asociaux locaux ne mène également nulle part. Il est possible que le tueur connaissait les victimes. En résumé, il n'y a ni témoin, ni motif, ni suspect, même compte tenu de l'ampleur de l'événement pour les habitants. Après 6 mois, presque tout le monde en oublie. Et alors, un nouveau meurtre se produit. Le jour de l'indépendance, ou le 4 juillet, est l'une des principales fêtes américaines de l'année. Le ciel nocturne s'illumine de feux d'artifice. Les gens agitent des tanks dans l'un des restaurants de Vallejo. C'est là que son mari travaille comme cuisinier. Ils ont un petit enfant, mais leur mariage s'effondre progressivement. Pour Darlin, ce n'est pas son premier mariage, et il n'est un secret pour personne dans son entourage proche que la jeune femme a des aventures régulières. Ce soir-là, le 4 juillet, elle promet à son mari qu'elle ira chercher des feux d'artifice et qu'elle sera de retour chez elle à 22h pour célébrer le jour de l'indépendance avec des amis. En réalité, Darlin prévoit de passer du temps avec Mike, qui est quelques années plus jeune et éprouve des sentiments pour elle depuis longtemps. Ce n'est pas que leur relation puisse être qualifiée de romance, mais le fait qu'ils prévoient de passer du temps ensemble et non avec. Darlene prend Mike en voiture et ils se dirigent vers un parc appelé BL Rock. Le CNS est également un endroit isolé, populaire parmi les jeunes amoureux. Leur voiture est la seule sur le parking. Bientôt, une autre voiture arrive. Mike demande à Darlin si elle connaît le conducteur. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Les craintes de Mike sont compréhensibles. Cela pourrait être le mari de la jeune femme ou l'un de ses nombreux admirateurs. Presque immédiatement, la voiture de l'inconnu s'éloigne. Cependant, à peine 5 minutes plus tard, elle revient et s'arrête derrière la voiture des jeunes. Un homme en sort. À cause de la lumière vive des phares et de la lampe que tient l'inconnu, Mike ne peut pas bien le voir, ni voir la voiture. Sa première pensée est que c'est un policier. C'est pourquoi il propose à Darlin de sortir les papiers. L'inconnu s'approche de la voiture des jeunes. Mike baisse la vitre et l'homme commence à tirer. Mike ressent une vive douleur dans son corps
et entend le bruit sourd du silencieux, ayant tiré plusieurs balles sur les jeunes. L'inconnu. Bien le voir ou voir la voiture. L'inconnu retourne à sa voiture. Ce n'est qu'à ce moment-là, à cause de la lumière des phares, que Mike parvient à distinguer un peu l'agresseur. Environ 30 ans, corpulent, pesant environ 90 kilos, mesurant environ 160 mètres, avec des cheveux foncés et une coupe militaire, sans lunettes ni moustache. À ce moment-là, l'homme revient et tire 2 fois de plus sur Mike. Lorsque le tueur s'en va du lieu du crime, Mike parvient à sortir de la voiture. Il remarque que la voiture de l'inconnu est de couleur brun clair et qu'elle a des plaques d'immatriculation californiennes. Les premiers à remarquer le lieu du crime sont quelques adolescents qui passent par là. Ils appellent la police. Darlin mourra à l'hôpital. Mike est gravement blessé, mais il survivra et sera le premier à décrire le Zodiac à la police. Environ une demi-heure après que le dispatcher du poste de police de la ville de Vallejo a reçu un appel concernant des tirs et 2 blessés, elle reçoit un autre appel plus intéressant. Un homme, d'une voix basse et monotone, annonce qu'il souhaite signaler un double meurtre. Il décrit ensuite le lieu où Mike et Darlin ont été attaqués. Qui décrira le Zodiac à la police? Il décrit ensuite le lieu où Mike et Darlin ont été attaqués, l'arme utilisée et son calibre. Il mentionne également qu'il a tué ces 2 jeunes l'année précédente. Enfin, il se dit au revoir de manière monotone. La police parvient à retracer l'origine de l'appel. C'est une cabine téléphonique située à une station-service près du département de police de la ville de Vallejo. Ni le tueur ni ses traces ne sont retrouvés sur place. L'appel du criminel a eu lieu vers 12h40 du matin. Environ 1 heure plus tard, des appels téléphoniques retentissent chez Darlin, où ses amis célèbrent, ainsi qu'à la maison des parents de son mari. À l'autre bout du fil, quelqu'un respire simplement profondément dans le combiné. Si le tueur n'avait pas lui-même informé la police du crime à 2 victimes lors du précédent Noël, il est peu probable que quelqu'un les ait liés ensemble, bien qu'il y ait effectivement de nombreux détails similaires. Dans les 2 cas, tout se déroule un jour de week-end, tard le soir ou la nuit, dans un endroit isolé, à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre. Les victimes sont de jeunes couples amoureux. Le lieu du crime lui-même est également peu connu. Le lieu du crime lui-même ne fournit également que peu d'informations aux enquêteurs. C'est la fin des années 60 et la police ne dispose pas de nombreux outils modernes, y compris l'ADN. Aucun indice clair des traces de pneus ou de chaussures n'est retrouvé, tout comme les empreintes digitales du tueur. Ce que la police a, ce sont presque une dizaine de douilles, ce qui indique quel type d'arme a été utilisé. Cette information ne donne aux enquêteurs aucune piste, sauf une. L'homme qui a appelé une demi-heure après le crime a mentionné le calibre et le type de pistolet correct. C'est une information que seul le tueur pouvait connaître. Sans doute, le facteur le plus important dans cette affaire est la victime survivante. Quelques jours plus tard, à l'hôpital, Mike Joe décrit les caractéristiques du tueur, son véhicule et les détails de l'incident. Bien s'il ne se souvient pas du numéro de la voiture et que la description physique pourrait théoriquement correspondre à presque un quart des hommes américains d'une trentaine d'années, c'est au moins quelque chose. Mike dit à la police que s'il voit une photo du tueur, il pourra l'identifier. Spoiler, il aura cette chance. Spoiler, il aura cette chance plusieurs décennies plus tard. Malgré l'appel prétendument du tueur à la police de Vallejo et le rapport d'un crime similaire précédent,
L'enquête sur le meurtre du 4 juillet est menée séparément. Tout d'abord, l'appelant n'a fourni aucun détail sur le crime précédent, et tout le monde qui suivait les nouvelles était au courant de son existence. Ensuite, les affaires du 20 décembre et du 4 juillet relèvent de la responsabilité de différents départements de police. L'enquête sur le crime du jour de l'indépendance suit un scénario similaire, car le tueur n'a pas commis de violence sexuelle, n'a rien volé de valeur, et, à en juger par le lieu du meurtre, connaissait bien la région. De plus, des appels étranges ont été passés à la maison des proches. En premier lieu, les policiers commencent à interroger ceux qui connaissaient les victimes, et tout particulièrement Darlene Frayne. Le mobile probable est la jalousie de l'un de ses nombreux admirateurs. La jeune femme menait une vie personnelle bien remplie, étant mariée une seconde fois. Mike Joe n'était pas le seul dans cette longue liste. D'ailleurs, ce soir-là, il portait 3 couches de vêtements. Ce fait a d'abord mis les enquêteurs en alerte, mais il a ensuite été révélé que le jeune... Plusieurs connaissances de la jeune femme signalent des hommes suspects qui ont tenté d'attirer son attention. Dans ces témoignages, un certain Paul est souvent mentionné. Corpulence robuste, cheveux courts et foncés, et une voiture ressemblant à celle décrite par Mike Joe. Pendant un certain temps, Paul devient le principal suspect, et la police parvient rapidement à le retrouver. Cependant, le jeune homme dispose d'un alibi en béton pour la nuit du 4 au 5 juillet. Plusieurs autres suspects, y compris des policiers, se révèlent également innocents. L'enquête se heurte rapidement à un mur. La seule chose que l'on peut dire presque avec certitude, à en juger par l'appel du tueur, la police a affaire à un maniaque. Qui d'autre raconterait son propre crime? Mais où et comment chercher le maniaque, c'est flou. Et c'est alors que le coupable se fait lui-même entendre de manière retentissante. Près d'1 mois après le crime, les rédactions de 3 journaux de la région de San Francisco reçoivent une lettre étrange. Sur l'enveloppe, il est écrit « Urgent au rédacteur » à l'intérieur du message. À l'intérieur du message, l'auteur prend la responsabilité du meurtre de Darlene Frayne, Betty Lou Jensen et David Faraday. Le fait que l'auteur de la lettre soit bien le tueur devient évident presque immédiatement. C'est une information qui n'était pas accessible au public. Ces lettres deviennent encore plus intéressantes pour 2 raisons. La signature de l'auteur, sous la forme d'un symbole ressemblant à une sorte de réticule, ainsi qu'un code mystérieux. Ce dernier se compose de 3 parties, et le tueur en envoie une à chaque journal. Derrière ces symboles étranges se cacherait le véritable nom du meurtrier. De plus, l'auteur des messages menace de tuer plus d'1 dizaine de personnes si les codes ne sont pas publiés en première page des journaux. Après un appel étrange à la police de la ville de Vallejo, il y avait de fortes suspicions que le crime était l'œuvre d'un maniaque. Le fait que cela devienne évident après les lettres envoyées aux journaux est confirmé avec le temps. Le véritable nom du meurtrier. Depuis le célèbre Jack l'Éventreur, c'est le premier tueur qui envoie à la presse des messages contenant des détails sur ses actes. Les rédacteurs qui ont reçu les lettres avec les codes font face à 2 problèmes majeurs. Premièrement, personne ne sait ce que le tueur essayait de communiquer à l'aide des symboles. Ni la police, ni la CIA ne parviennent à déchiffrer rapidement le message. En effet, il est peu probable que les meilleurs agents des services secrets s'occupent de cela à ce moment-là. Après tout, l'incident concerne un quartier relativement petit de l'État de Californie,
et non l'ensemble du pays. Cependant, le deuxième problème auquel sont confrontés les rédacteurs des journaux est le choix moral. Ne pas publier les codes à la demande du criminel signifie potentiellement mettre en danger la vie de plus d'une dizaine de personnes. D'un autre côté, la publication de tels éléments pourrait semer la panique. Finalement, 2 jours plus tard, dimanche, le journal publie les codes et partiellement les messages du criminel. Cela suscite un intérêt probable chez les habitants. Chacun peut se sentir comme un détective. Eh bien, faisons de même. Le déchiffrement des codes est en effet un sujet très captivant. Commençons par... La publication de tels éléments pourrait semer la panique. Commençons par le fait que le mot « chiffre » a des racines hébraïques et signifie « numéroter ». Un chiffre traditionnel suppose que chaque lettre est remplacée par un signe ou un symbole. Les 3 parties du chiffre, envoyées par le tueur aux journaux, se composent de 8 lignes, avec 18 symboles chacune. Les symboles sont totalement variés. Signes tchèques, alphabet sémaphore, symboles astrologiques et lettres de l'alphabet. La difficulté réside également dans le fait qu'il n'est pas clair, en général, quelle partie du code est la première dans le message, laquelle est la deuxième et laquelle est la troisième. Une chose est presque certaine, puisque l'auteur est un locuteur natif de l'anglais. Les lettres de l'alphabet anglais sont probablement codées à l'intérieur. Dans chaque langue, il existe des règles et des modèles spécifiques. L'anglais ne fait pas exception. Il y a des mots composés d'une seule lettre comme « i » ou « a ». Il y a des mots de 2 lettres, et dans ces mots, il y aura toujours une voyelle et une consonne. Certaines lettres apparaissent plus fréquemment dans les mots. En anglais, ce sont « e » et « a », et ainsi de suite. En résumé, vous avez à peu près compris les règles. En résumé, vous avez à peu près compris les règles de déchiffrement du code pour les débutants. En théorie, cela ne semble pas compliqué. Cependant, le fait que les forces de l'ordre ne puissent pas déchiffrer rapidement le code du criminel indique que c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, le Zodiac a utilisé beaucoup plus de lettres que celles de l'alphabet, ce qui signifie que chaque lettre pouvait être remplacée par plusieurs symboles à la fois. Grâce à la publication dans la presse, de nombreux amateurs se lancent dans le déchiffrement. Finalement, un enseignant d'histoire de Californie du Nord et sa femme parviennent à percer le code. 2 éléments clés pour ce couple sont les suivants. Selon eux, le message commence probablement par le mot « a » ou « i », compte tenu du comportement du tueur, notamment le message destiné à la presse. Il est important pour lui de se faire connaître. Il a un ego considérable. Le deuxième élément clé est le mot « kill », tuer. Il est probable qu'il soit utilisé plusieurs fois dans ce code. Il contient une lettre double. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire preuve de technique et de patience. Après avoir passé presque une journée entière sans interruption, le couple parvient à lire complètement le message du criminel. Il commence par la phrase « J'aime tuer des gens parce que c'est… » Un ego considérable est le deuxième mot-clé important, « kill », tuer. De plus, dans le texte, le criminel déclare qu'il continuera à tuer et qu'il ne révélera pas son nom, car dans ce cas, les forces de l'ordre l'en empêcheraient. D'après le texte, il devient encore plus évident que la police a affaire à un maniaque. Le meurtre est son seul motif. Un autre aspect intéressant du message est constitué par les 18 derniers symboles. L'enseignant d'histoire et sa femme ont pu,
en se basant sur la logique du code, comprendre quelles lettres il s'agissait. Mais le problème est qu'elles n'ont aucun sens. Ces 18 symboles n'ont toujours pas été déchiffrés. Certains sont encore convaincus qu'il s'agit du nom du tueur. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Mais pour qu'elles fonctionnent, il faut soit ajouter, soit corriger certaines lettres, ce qui a une certaine logique, car le code principal du criminel contenait également plusieurs erreurs. Cependant, toutes les variantes obtenues n'ont abouti à rien. En 50 ans, une autre version populaire est que ce sont des caractères aléatoires, composant un ensemble de 18 symboles. Il est intéressant de noter qu'après que l'enseignant et sa femme ont déchiffré le code, ils appellent bien sûr le journal pour en faire part. Au début, on ne les croit pas. Non seulement la CIA et le FBI n'ont pas pu le faire, mais des centaines d'amateurs ont également commencé à harceler la rédaction avec leurs versions incorrectes. Cependant, finalement, les journaux publient tout de même le code déchiffré par le couple. Cependant, avant même que le code ne soit déchiffré, un nouveau message du mystérieux tueur arrive à la rédaction. Il l'envoie en réponse à la demande publique du chef de la police de la ville de Vallejo de fournir plus de détails, prouvant qu'il est bien celui qui a commis le crime. Le tueur énumère plusieurs faits concernant ce qui s'est passé le 8 décembre et en juillet 60. Il concerne la voiture des victimes, les victimes elles-mêmes et d'autres détails du crime. Aucune de ces informations n'était accessible au public et seul le tueur pouvait les connaître. Mais le détail le plus intéressant du deuxième message est le suivant. Il commence par la phrase « Cher rédacteur ». C'est la première fois que le Zodiac se désigne par ce surnom. Ainsi, en août 1969, la police a 2 meurtres et 2 lettres du coupable. Les experts en écriture confirment que les 2 messages proviennent d'une seule et même personne. Les espoirs des enquêteurs que dans les lettres le Zodiac révélera son identité ou fournira d'autres indices ne se réalisent pas. Cependant, il ne faut pas nier qu'il y a tout de même des détails intéressants dans les messages qui peuvent en dire quelque chose sur le criminel. Le code a probablement été élaboré par un amateur plutôt que par un professionnel. En effet, les principes du code, et même de nombreux symboles, semblent avoir été tirés de livres populaires sur le chiffrement destiné aux passionnés. Il s'agit de « Les casseurs de codes » et « Codes et chiffres ». Dans ce dernier, il est notamment question d'un code alphabétique médiéval appelé l'alphabet du Zodiac. Ce détail intéressant a été découvert par Robert Graysmith, un illustrateur qui travaillait pour le journal San Francisco Chronicle, au moment où le Zodiac faisait son apparition, l'un de ceux. Robert découvre également que, par un étonnant concours de circonstances, ces livres ont disparu de plusieurs bibliothèques dans des localités près de San Francisco. Les enquêtes s'intéressent aussi aux messages utilisés dans le texte, les pensées selon lesquelles, lorsque le criminel mourra, il se réincarnera au paradis et qu'il a besoin d'âmes de serviteurs, ainsi que le fait qu'il qualifie l'homme de l'animal le plus dangereux parmi toutes les créatures. La première idée amène à penser que le Zodiac pourrait être membre d'un culte satanique. La seconde est une citation directe d'un film du début des années 30, intitulé « Le plus dangereux des jeux », où le protagoniste chasse des humains pour le plaisir. Cependant, toutes ces pistes ne donnent pas de résultat à ce moment-là. L'une des caractéristiques frappantes du message est que le criminel fait des fautes d'orthographe, parfois dans des mots élémentaires. Il est possible qu'il soit mal éduqué ou qu'il souhaite ainsi encore plus embrouiller la police. Cependant,
Malgré les erreurs, le tueur parvient à transmettre le message principal. Il a déjà commis plusieurs crimes. La police et les habitants de Californie peuvent en faire l'expérience moins de 2 mois plus tard. Ce jour-là, Cecilia Ann Shepard et Brian Hartnett se trouvaient au lac Berryessa, un endroit calme et paisible dans le nord de la Californie, relativement proche de San Francisco et des 2 précédents crimes du Zodiac. Lorsque Brian a garé la voiture sur le parking près du lac vers 16 heures, il n'y avait personne. Pendant un certain temps, les jeunes se sont retrouvés seuls près de l'eau. Soudain, Cecilia remarque un homme de grande taille, à environ 200 mètres d'eux. Il se cache derrière des arbres. Lorsque l'homme s'approche, il porte déjà un costume sombre, avec sur la poitrine le même symbole de viseur que dans la lettre du Zodiac, et sur la tête, quelque chose qui ressemble à un capuchon sombre médiéval, avec des fentes pour les yeux. L'homme porte des lunettes de soleil et tient un pistolet dans les mains. La première pensée de Brian est qu'ils vont être cambriolés, mais il n'a que de la petite monnaie sur lui. Il dit à l'homme qu'il peut sortir de l'argent. Cependant, l'agresseur n'est pas intéressé par l'argent. Il sort des cordes et demande à la jeune femme de ligoter les mains de Brian, qui est allongé face contre terre. Ensuite, l'agresseur ligote lui-même les mains de Cecilia. Pendant ce temps, le jeune homme et le criminel ont un dialogue plutôt confus. Le Zodiac raconte qu'il s'est échappé d'une prison dans le Montana, en tuant plusieurs gardiens au passage, et qu'il est maintenant en route pour le Mexique. Après cela, le criminel prend un couteau, porte plusieurs coups à chacun des jeunes et s'en va. Un père et son fils qui pêchent en bateau entendent des cris, remarquent les victimes et signalent l'incident aux gardes du parc. À leur arrivée sur les lieux, la police trouve encore en vie Cecilia et Brian. Comme dans le cas précédent, la jeune femme décède à l'hôpital, tandis que le jeune homme survit. 1 heure plus tard, un appel est reçu au poste de police du comté de Napa, où se trouve le lac. D'une voix monotone et grave, un homme déclare qu'il souhaite signaler un meurtre, plus précisément un double meurtre. Il indique où cela s'est produit et affirme qu'il en est l'auteur avant de raccrocher. Les policiers localisent la cabine téléphonique d'où l'appel a été passé et y trouvent plusieurs empreintes digitales qui, après analyse, ne mènent à rien. En revanche, les policiers retrouvent la voiture des jeunes. Sur sa porte sont inscrites les dates des 2 précédents crimes du Zodiac, le nom de la ville de Vallejo, ainsi que la date du nouveau meurtre et l'arme utilisée, un couteau. De plus, on peut voir sur la voiture le symbole déjà familier du tueur en série. Ainsi, la police n'a presque aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un nouveau crime du Zodiac. Dans ce cas, le tueur a laissé aux enquêteurs beaucoup plus d'informations sur lui par rapport aux affaires précédentes. D'après l'appel passé au poste de police, le Zodiac était convaincu qu'aucune des victimes n'avait survécu. Cependant, Brian Hart réussit à s'en sortir et fournit aux policiers une description détaillée de l'homme masqué et de leur conversation. Bien que l'information selon laquelle le tueur aurait soi-disant échappé d'une prison dans le Montana ne soit pas confirmée et s'avère être une invention, la police dispose tout de même d'éléments visuels. Aucune des victimes n'a survécu. Ce mascaradé est intéressant pour une autre raison. Le tueur pensait apparemment que personne ne survivrait. Cela est indiqué par son appel à la police et le nombre de coups de couteau. Pourquoi alors un costume si inventif? Cependant, même avec le masque,
La police parvient à obtenir une description du visage de la personne qui était très probablement le criminel. Le fait est qu'auparavant, ce même jour, plusieurs jeunes femmes se reposant au bord du lac avaient remarqué un homme suspect qui les observait, âgé de 25 à 35 ans, mesurant environ 1,80 mètres, corpulent, pesant près de 100 kg, avec des cheveux courts et foncés, et qui fume. Cette description correspond à ce que Cecilia avait pu communiquer tant qu'elle était encore consciente à l'hôpital. Elle avait vu le tueur avant qu'il ne mette son masque. De plus, les enquêteurs découvrent des traces menant du lieu du crime à l'endroit où le Zodiac s'était apparemment garé. De telles traces ne s'achètent pas. De telles traces ne s'achètent pas dans un magasin ordinaire. Les enquêteurs découvrent que de telles chaussures ont été produites sur commande pour l'armée, à un peu plus de 100 000 exemplaires, et qu'elles ne pouvaient être achetées que par des militaires sur leur base. Cela signifie que le tueur est soit un membre actif des forces armées, soit un ancien militaire récent. Un autre argument en faveur de cette théorie est que le Zodiac semblait bien maîtriser l'arme. Cela est particulièrement révélateur lors du premier crime en décembre, lorsque l'une des victimes s'est enfuie dans l'obscurité et qu'il a tiré dans sa direction. En plus des détails spécifiques et des preuves trouvées par la police, à la fin septembre 60, un profil psychologique approximatif du tueur se dessine. Il s'attaque au jeune couple et le Zodiac fait preuve d'une plus grande brutalité envers les filles. C'est précisément pour cette raison que dans les deux derniers cas, ce sont les jeunes hommes qui ont survécu. Sur cette base, on peut dire que le tueur éprouve probablement de grandes difficultés dans sa vie personnelle et qu'il exprime ainsi sa propre insatisfaction. Il est probable que le criminel vive seul ou avec ses parents, les lieux des crimes, à savoir des points calmes et isolés. Pendant ce temps, les habitants des régions où les crimes ont eu lieu commencent à éviter les endroits calmes et déserts, tandis que les parents gardent leurs adolescents à la maison jusqu'à ce que le maniaque soit retrouvé. Maintenant, la police dispose de beaucoup plus d'informations sur le criminel et de pistes potentielles, et la seule question est de savoir s'ils parviendront à attraper le Zodiac avant qu'il ne commette un nouveau crime. 2 semaines passent après le meurtre au lac Berievo. Tai, âgé d'environ 30 ans, travaille comme chauffeur de taxi pour financer ses études au collège. Un samedi soir, vers 22h30, il prend un passager dans une rue animée de San Francisco et se dirige vers le nord, dans un quartier résidentiel prestigieux. Le passager est un jeune homme de grande stature. Arrivé à destination, le chauffeur passe un bloc supplémentaire, probablement à la demande du passager. Finalement, vers 22h, la police découvre dans la voiture le corps de Paul Stein, abattu. 2 adolescents deviennent des témoins clés du crime. Ils ont vu le meurtre de leurs propres yeux depuis la fenêtre du 2e étage de la maison en face. Lors de leur appel au dispatcher de la police, ils rapportent avoir vu un homme de grande taille qui d'abord penché, comme s'il nettoyait l'intérieur du côté de la porte passager, a ensuite contourné la voiture et a fouillé la victime du côté de la porte conducteur. Il s'est ensuite retourné et est parti vers le nord en direction du parc. Entre la conversation du dispatcher avec les adolescents et le rapport de la patrouille de police, une petite confusion se produit. Pour une raison quelconque, selon la première description reçue par les patrouilleurs, le suspect est un homme noir. Ainsi, lorsque 5 minutes après le signalement du crime, 2 policiers croisent un homme blanc de grande taille marchant non loin du lieu du meurtre, ils se contentent de lui demander
S'il a vu quelqu'un de suspect, celui-ci indique dans la direction opposée et dit qu'un homme avec un pistolet y est parti en courant. La description est rapidement corrigée pour indiquer un homme blanc de grande taille avec une coupe de cheveux courte, mais le suspect ne parvient déjà plus à être retrouvé, malgré le grand nombre de policiers ayant envahi le quartier. 1 heure plus tard, l'inspecteur Dave Tosk arrive sur les lieux du crime avec son partenaire. Tosk est considéré comme l'un des meilleurs détectives de San Francisco et certainement le plus charismatique d'entre eux. Dave sait bien que la scène du crime peut révéler beaucoup de choses. Et au départ, ce qui s'est passé ne semble pas si inhabituel. Les vols et les meurtres de chauffeurs de taxi dans une grande ville comme San Francisco ne sont pas rares. Pour le chauffeur, ce n'était pas sa première course de la nuit, donc il devait avoir plusieurs dizaines de dollars dans sa poche que le meurtrier a justement pris. Il est toutefois étrange qu'il n'ait pas pris la montre et l'anneau de la victime. La scène du crime et l'interrogatoire des témoins fournissent à l'enquête 2 indices principaux. Le premier est une empreinte digitale ensanglantée sur le siège avant passager. Quelques jours plus tard, l'expertise confirmera que l'empreinte n'appartient pas au chauffeur, ce qui signifie qu'elle a très probablement été laissée par le meurtrier. Une autre information importante pour la police est le croquis du suspect. Plusieurs témoins l'ont vu, les adolescents et les patrouilleurs. Il s'agit d'un homme âgé de 25 à 35 ans, mesurant entre 176 et 100 mètres, de corpulence robuste, portant une veste et un pantalon sombre, ainsi que des lunettes à monture courte. Sur la base de ces témoignages, apparaît sans doute l'image la plus connue du Zodiac. Cependant, à ce moment-là, personne ne relie encore ce crime à un tueur en série. Cela ne se produira que 3 jours après le meurtre. Une lettre arrive à la rédaction du San Francisco Chronicle. Elle commence par la phrase déjà connue « Ici, le Zodiac », se termine par le symbole déjà connu avec une croix et contient des détails encore inconnus du grand public concernant le meurtre du chauffeur de taxi. Mais le plus important est qu'une preuve irréfutable de l'implication de l'auteur dans le crime est jointe à la lettre, un morceau de la chemise ensanglantée de la victime. En plus de confirmer que le morceau de chemise appartenait bien au chauffeur de taxi, les détectives soumettent également la lettre elle-même à une analyse. Les experts confirment que ce message a été rédigé par la même personne que celle qui a écrit la précédente lettre du Zodiac. Spoiler, ce n'est certainement pas la dernière lettre du tueur en série. Chacune d'elles sera soumise à une expertise, et il convient de préciser dès maintenant que l'analyse de l'écriture est un processus bien plus complexe que de simplement dire « ça ressemble » ou « ça ne ressemble pas ». Au cours de l'apprentissage de l'écriture, chacun d'entre nous développe. Une personne peut essayer de changer son écriture, mais un grand nombre de détails qui lui sont propres resteront tout de même. C'est pourquoi les experts peuvent déterminer avec une très grande précision si les lettres ont été écrites par une seule et même personne ou par des personnes différentes. En plus de son auteur, la lettre contenant des détails sur le meurtre du chauffeur de taxi est remarquable, car c'est après celle-ci que la panique commence, en Californie du Nord. En effet, dans son message, le Zodiac fait allusion à une attaque contre un bus scolaire. Comme la lettre est publiée dans les pages du principal journal local, le San Francisco Chronicle, cela devient connu du grand public. Après la publication de la lettre et du dessin du tueur, la police reçoit des centaines d'appels. Certains affirment avoir vu le Zodiac
d'autres disent connaître le zodiaque, tandis que d'autres encore prétendent être le zodiaque. L'attaque contre le bus scolaire. Aucun des appels ne conduit à l'arrestation ou à de nouvelles informations sur le tueur en série. Dans plusieurs régions de Californie du Nord, où ont eu lieu les crimes du Zodiac, des bus transportent quotidiennement des dizaines de milliers d'écoliers. Des bénévoles et des forces de police supplémentaires sont immédiatement mobilisés pour patrouiller chaque bus scolaire. Des images du suspect sont envoyées à tous les taxis de San Francisco et des territoires environnants. Peu de gens doutent que le Zodiac frappera à nouveau. La seule question est où et comment. 11 jours après le meurtre du chauffeur de taxi, un appel parvient au poste de police d'Oakland, une ville voisine de San Francisco. Il commence par la phrase « C'est le Zodiac qui parle ». Ensuite, l'homme dit qu'il souhaite entrer en contact avec quelques avocats connus et discuter avec l'un d'eux par téléphone. Dans l'émission de soirée de la télévision locale, l'un des avocats mentionnés, nommé Melvin Belli, accepte de le faire. Belli défend souvent en justice des célébrités de divers horizons, ce qui fait qu'il est lui-même un peu une célébrité. Son visage est connu du grand public. Le même jour, à 19h, l'émission est diffusée en direct. Ils attendent l'appel du Zodiac. Celui-ci appelle 20 minutes plus tard, et la conversation s'avère plutôt chaotique. L'homme qui se fait appeler Zodiac appellera environ 5 fois, raccrochant rapidement à chaque fois. La police pense qu'il agit ainsi pour éviter que son appel ne soit tracé. Lorsque Belli demande comment il peut s'adresser à son interlocuteur, en dehors du sinistre surnom de Zodiac, celui-ci lui demande de l'appeler Sam. De cette conversation, nous apprenons peu de choses sur l'interlocuteur. Belli parle principalement, tandis que Sam donne des réponses monosyllabiques. Il admet souffrir de maux de tête, avoir peur de finir dans une chambre à gaz, et qu'il mettra à exécution ses menaces concernant les bus scolaires. La conversation se termine par un accord entre Belli et Sam pour se rencontrer en privé dans l'un des temples de la ville. On peut à peine qualifier cette rencontre d'intime. En plus de l'avocat, une foule de journalistes et de policiers se présente. Sam ne vient pas. Plusieurs personnes qui ont entendu la voix du Zodiac en direct sont invitées à écouter l'enregistrement de l'émission télévisée. Il s'agit du dispatcher du poste de police et d'un patrouilleur. Tout le monde remarque que la voix de Sam est trop aiguë et hésitante, contrairement à celle du véritable Zodiac. Peu après, la police parvient à tracer l'appel à la télévision, et il s'avère que Sam est un patient de l'hôpital psychiatrique local. Environ 3 semaines après l'interview télévisée, de nouveaux messages du Zodiac arrivent à San Francisco. L'auteur est de nouveau confirmé par un expert. Dans ses lettres, le maniaque annonce 2 meurtres survenus en août de la même année. Ce sont donc des crimes que la police n'avait pas attribués au Zodiac. Les enquêteurs commencent à examiner les affaires non résolues, et le meurtre de 2 filles à San José, une ville proche de San Francisco, s'avère être le plus pertinent. Les victimes présentèrent des blessures par balle, et dans l'ensemble, le crime ressemblait à l'attaque survenue au lac Reyes, qui a eu lieu plus tard, en septembre, celle avec la capuche et les lunettes. Cependant, une question se pose immédiatement. Pourquoi le tueur n'a-t-il pas inscrit sur la porte de la voiture les dates des crimes d'août? Il n'y avait que 3 dates connues de la police. Et pour anticiper, il convient de dire que le crime à San José sera. Le coupable s'avérera être un adolescent, et non le Zodiac. Un autre aspect intéressant des lettres
et les nouvelles menaces concernant les bus scolaires. Cette fois, le message contient un schéma détaillé d'un dispositif explosif. Selon le Zodiac, tous les matériaux nécessaires sont gardés dans son sous-sol. C'est un fait très intéressant, car le maniaque, comme nous l'avons découvert, réside probablement dans le nord de la Californie. Or, dans cet état, les sous-sols dans les maisons ne sont pas si courants en raison des caractéristiques du sol et des fréquents tremblements de terre. Le Zodiac indique également que son image, basée sur les témoignages, ne correspond pas du tout à la réalité et qu'il a une apparence différente. De plus, en raison de la quantité de mensonges publiés à son sujet dans la presse, il est probable qu'il change de tactique et commence à camoufler ses crimes en les présentant comme des cambriolages ordinaires et des accidents. Enfin, l'un des messages est accompagné du célèbre code 340. Il est nommé d'après le nombre de symboles qu'il contient. Pendant un demi-siècle, des représentants des services de renseignement et de nombreux passionnés ont tenté de déchiffrer le code 340. Il y a beaucoup de mensonges à son sujet. Souvent, des nouvelles annonçaient que le code avait enfin été déchiffré, mais les vérifications ultérieures montraient que la solution était incorrecte. Beaucoup pensaient que le nom du tueur était caché à l'intérieur du code 340. Ce n'est qu'en 2020 que plusieurs passionnés, grâce à des équations mathématiques et des algorithmes informatiques, ont réussi à déchiffrer le code. Il s'est avéré qu'il ne contenait aucune information intéressante. Dans celui-ci, le Zodiac mentionne une interview passée à la télévision avec un patient d'un établissement et, une fois de plus, fait des déclarations sataniques sur le paradis après la mort et d'autres sujets similaires. Dans sa prochaine lettre, envoyée fin décembre 9, le Zodiac s'adresse directement à l'avocat Melvin Belli. Il y mentionne sa nouvelle victime, ce qui porterait le total à 8. Cependant, la police ne parvient pas à découvrir des crimes non résolus, pouvant être liés au Zodiac. En réalité, après les meurtres des chauffeurs de taxi à San Francisco, il s'écoulera presque 6 mois avant qu'un nouveau crime ne soit commis par ce célèbre tueur en série. Tard dans la soirée, vers 23h, Kathleen Jones, âgée de 22 ans, roule sur une route près de la ville de Modesto, dans le nord de la Californie. Kathleen est elle-même enceinte. Elle remarque qu'une voiture derrière elle lui fait des signes avec ses phares. Un homme sort de l'automobile derrière elle. Il dit à Kathleen que l'une de ses roues est desserrée et qu'il peut l'aider à la resserrer. Après que l'inconnu a réparé le problème, il s'en va. Dès que Kathleen reprend la route, la roue en question se détache complètement. Le même inconnu fait marche arrière et propose à Kathleen de l'emmener jusqu'à la station-service la plus proche, qui n'est qu'à un demi-kilomètre. La jeune femme accepte. Cependant, l'homme ne s'arrête pas à la station la plus proche et continue sa route. Assise dans la voiture, Kathleen peut bien l'observer. Il mesure près d'1,80 m, est de forte carrure, porte une veste sombre, a les cheveux courts et foncés, et des lunettes. Les bottes de l'inconnu rappellent à Kathleen des chaussures militaires. Au cours de la conversation, l'inconnu informe Kathleen qu'il a l'intention de la tuer. Attendant que l'homme ralentisse à un feu de signalisation, elle saute de la voiture avec l'enfant. Et là, elle a de la chance. Un camion passait juste derrière, bloqué par la voiture de l'inconnu. Celui-ci est sorti pour. La coupe de cheveux, les cheveux foncés, les lunettes et les bottes de l'inconnu rappellent à Kathleen des militaires. Au cours de la conversation,
il est sorti pour chercher Kathleen, qui était tombée dans un ravin près de la route. Finalement, l'homme mystérieux décide de ne pas prendre de risques et s'en va. Déjà au poste de police, Kathleen Jones voit le célèbre croquis du Zodiac et affirme que c'est bien lui qui l'a enlevé. La femme est dans un état de choc. Plus tard, la police retrouve la voiture de la femme. L'intérieur a été brûlé. L'incident survenu à Kathleen Jones est le plus souvent attribué au crime du Zodiac. Non seulement la femme a décrit un homme visuellement similaire au tueur en série, mais celui-ci a également envoyé plus tard une lettre dans laquelle il raconte l'attaque depuis la voiture brûlée de la victime. D'autre part, il convient de noter les détails suspects suivants. Tout d'abord, le crime lui-même se distingue fortement des schémas de comportement du Zodiac. Ensuite, le tueur revendique la responsabilité de cet événement dans une lettre qui n'est parvenue aux journaux que 4 mois après l'incident. Alors que durant ces 4 mois, il continuait à envoyer de nouvelles lettres et que les informations sur l'attaque contre Kathleen étaient déjà... C'est-à-dire qu'il aurait pu simplement en lire à ce sujet. En un mot, ce cas suscite des débats parmi les nombreux chercheurs du Zodiac. Beaucoup affirment que le tueur ne fait que revendiquer la responsabilité de crimes qui ne sont pas les siens, ce qui s'est déjà produit auparavant. Cependant, la version la plus couramment acceptée reste que ce crime est bel et bien attribué au Zodiac. La lettre en question, où il est fait mention de l'affaire de Kathleen Jones, est déjà la 14e lettre au total. Tout au long de l'année 1970, le Zodiac continue d'envoyer ses messages. Les experts en écriture penchent également pour l'idée que l'auteur est le même. Dans les nouvelles lettres, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Les anciennes menaces d'attentats à la bombe dans des bus, les exigences de l'auteur pour que les habitants de San Francisco commencent à porter des badges avec son logo, de petits morceaux de code qui n'ont pas été déchiffrés à ce jour, ainsi qu'une déclaration selon laquelle le nombre de ces victimes s'élève déjà à 13 personnes. Bien qu'à ce moment-là, la police n'ait toujours confirmé que 5 victimes. Progressivement, Dave Toschi, qui reste l'un des principaux acteurs dans... Il est possible qu'une partie de ces lettres soit déjà l'œuvre d'un imitateur, car aucune des nouvelles menaces du Zodiac ne se concrétise. Progressivement, vers la fin de l'année 70, malgré les lettres, le hype s'estompe et il devient alors connu qu'un nouveau crime a été commis par un tueur en série. Cependant, ce crime remonte à un passé lointain. Paul Avery, à la fin des années 60 et au début des années 70, est l'un des principaux journalistes d'investigation. Bien sûr, la plupart des articles de la publication sur le Zodiac ont été écrits par lui. La 15e lettre du tueur en série, envoyée à la fin d'octobre 70, est adressée à Paul. Elle contient une carte postale avec un squelette et un court message qui dit notamment « Tu es condamné ». Par conséquent, l'auteur sous-entend probablement que le journaliste sera sa prochaine 14e victime. Avery commence à porter une arme à feu avec lui, tandis qu'une partie de ses collègues arbore des badges avec l'inscription « Je ne suis pas Paul Avery ». Cependant, le plus important n'est pas cette lettre avec. Cependant, le plus important n'est pas cela. La lettre de menace adressée à son journaliste est publiée par le San Francisco Nickel. En réponse, un lecteur anonyme envoie des lettres affirmant que les crimes du Zodiac ont commencé bien avant Noël. La ville de Riverside se situe dans le sud de la Californie. Cherry Jo Bates, étudiante en première année au collège local,
se rend à la bibliothèque le soir du 30 octobre. Son corps, présentant des blessures par arme blanche, est retrouvé tôt le lendemain matin, près du bâtiment de la bibliothèque. La police locale conclut qu'elle connaissait probablement son meurtrier, car plusieurs heures se sont écoulées entre le moment où elle a quitté la bibliothèque et celui de sa mort. Les enquêteurs pensent qu'ils ont passé ce temps ensemble. Près du corps, des montres sont retrouvées que la victime a probablement arrachées au meurtrier durant la lutte. Des traces de chaussures de taille 43 à 44 ont également été retrouvées sur les lieux, et la marque de la montre ainsi que le type de chaussures indiquent plutôt que le meurtrier est un militaire, car ce sont principalement ces modèles qui étaient importés par eux. Cependant, la vérification des employés de la base militaire la plus proche ne donne rien. Les agents de la police locale admettent qu'ils ont un suspect sérieux, mais pas suffisamment de preuves. Ainsi, ce crime devient le premier meurtre non résolu pour la ville de Riverside. Un mois plus tard, des lettres identiques, tapées à la machine, arrivent à la rédaction du journal local et au poste de police. Dans ces lettres, l'auteur avoue le meurtre de la jeune fille et déclare qu'il a agi ainsi pour se venger du fait qu'elle l'a rejeté. La lettre contient également certains détails du crime. Quelques semaines passent encore, et le concierge de cette même bibliothèque à Riverside découvre au dos d'une des tables un poème écrit à l'encre noire. Il y est question de sang, de la mort de la jeune fille, et à la fin, les initiales RH. Encore 6 mois plus tard, 3 lettres identiques sont envoyées aux parents de la jeune fille, au journal local et à la police. Le texte du message est court. Bates devait mourir, il y en aura d'autres. À la fin, il y a soit le chiffre 2, soit une gribouillise aléatoire ou la lettre Z. Je rappelle qu'en anglais, le mot Zodiac commence précisément par « et à la fin, les initiales RH, il y en aura d'autres ». Paul Avery publie un article sur le lien entre le meurtre à Riverside et les crimes du Zodiac. Selon le journaliste, des experts confirment la similitude de l'écriture des lettres de Riverside avec celle des dernières lettres du Zodiac. Cependant, pour être précis, les experts n'ont pas trouvé d'identité complète. Ils ont découvert certaines similitudes, mais aussi des différences. Presque 6 mois après la publication de l'article, Avery reçoit une lettre du Zodiac, dans laquelle il revendique la responsabilité du meurtre à Riverside. Cependant, il ne fournit aucun détail qui n'ait déjà été rapporté dans la presse. À ce moment-là, la plupart des enquêteurs sont convaincus que le Zodiac s'approprie depuis longtemps des meurtres qui ne sont pas les siens, et les cas de Riverside ne font pas exception. À la fin de cette période troublante, l'image de nouveaux crimes ne se concrétise pas. Le nombre de lettres chute considérablement, même celles des imitateurs deviennent presque inexistantes, alors qu'à leur apogée, il pouvait y en avoir jusqu'à une dizaine par semaine. En revanche, au cours de ces 2 années, plusieurs films sur le Zodiac sortent. Le plus célèbre d'entre eux est le film d'action de 1971, Dirty Harry, avec en tête son héros, un inspecteur de police de San Francisco, traque un maniaque surnommé Scorpion, qui envoie des lettres de menaces. En résumé, il est difficile de ne pas voir l'analogie. Il disparaît pendant plusieurs années et ne revient qu'au début de 1974. À ce moment-là, il envoie sa dernière lettre, que les experts considèrent comme authentique. Dans celle-ci, le maniaque raconte qu'il vient de voir le film « L'Exorciste » et mentionne
le chiffre 37, insinuant que le nombre de ses victimes a considérablement augmenté. Oui, autrefois, le tueur avait promis qu'il masquerait ses actes en les présentant comme des accidents ou des crimes de la vie quotidienne. Cependant, il n'existe aucune donnée permettant d'affirmer que cette déclaration concernant un si grand nombre de victimes est vraie. Le maniaque lui-même ne fournit pas ces preuves, et il n'y a pas d'affaires non résolues qui pourraient potentiellement être liées au Zodiac. Dans les années 70 et même 80, des rédactions de journaux à travers les États-Unis reçoivent de rares messages prétendument envoyés par le Zodiac, annonçant de soi-disant nouveaux crimes. Cependant, ni les experts ni la police ne considèrent ces messages comme authentiques au début des années 90. Au début des années 90, un tueur en série commence à sévir à New York. Il envoie des lettres à un journal local et à la police. Le message commence par la phrase « C'est le Zodiac ». Dans ces lettres, l'auteur affirme qu'il est le même maniaque californien et qu'il prévoit de tuer 12 personnes correspondant au nombre de signes du Zodiac. Le logo distinctif est également présent dans le message. L'écriture de la lettre, cependant, n'est pas confirmée par les experts, et même sans être un professionnel, on peut dire que cela ne ressemble pas au véritable Zodiac. Malgré les promesses de crimes, ceux-ci commencent néanmoins à se produire. Plusieurs personnes sont blessées, et quelques-unes perdent la vie. La police parvient à arrêter le coupable seulement 5 ans plus tard. Il s'agit d'un homme de 28 ans, obsédé par la Bible, l'astrologie et les armes. Il avoue tous les crimes et ses empreintes digitales correspondent aux preuves. Étant donné l'âge du coupable, il est évident qu'il n'a pas sévi en Californie. Mais dans ce cas, qui ? Au fil des années et des décennies d'enquête, des milliers de personnes ont été vérifiées ou interrogées par la police. Cependant, seules quelques-unes ont été sérieusement considérées comme suspectes, même à présent. Des années après les faits, Kathleen Jones a identifié cet homme sur une photo. Selon elle, c'est lui qui l'a enlevé avec son enfant en mars 70. Les photos de Kathleen ont été montrées par un des officiers de police de Californie, qui n'a pas directement participé aux enquêtes liées au Zodiac, mais qui est devenu très passionné par cette histoire. Lawrence Kane a attiré l'attention d'un officier en raison de plusieurs arrestations mineures, liées à des incidents de type Rismo et à cause de son profil psychologique. Il avait une relation compliquée avec les femmes. De plus, visuellement, Kane correspondait à la description du Zodiac. Les résultats de l'analyse de son écriture se sont révélés contradictoires. D'une part, ils n'ont pas confirmé de correspondance exacte avec les lettres du Zodiac, mais d'autre part, ils ne l'ont pas totalement exclu non plus. D'autres arguments en faveur de la théorie selon laquelle Kane serait le Zodiac provenaient des récits de la nourrice et de certains collègues de Darlene Frein. Ils auraient reconnu en Kane l'homme qui avait suivi la jeune femme pendant des mois. Le problème est que tous leurs soupçons ont été exprimés plusieurs années après le meurtre. De plus, selon l'officier de Californie, Kane aurait également été impliqué dans un autre meurtre qui n'est pas officiellement attribué au Zodiac. Celui-ci a eu lieu en 1970, dans l'État voisin, et la victime était une jeune femme qui avait autrefois travaillé avec Kane. À la fin des années 90, un officier de Californie a transmis les résultats de son enquête amateur à la police, mais ceux-ci se sont révélés insuffisants. Lawrence Kane n'a jamais été officiellement arrêté ou accusé des crimes du Zodiac. Rick Marshall travaillait comme ingénieur à la radio et également comme opérateur de cinéma
où des films anciens étaient projetés. Autrement dit, théoriquement, il aurait pu connaître ce film des années 30, le plus Dangerous Game, que le Zodiac a cité. Une corpulence robuste, des lunettes à monture sombre et des cheveux courts et foncés. Certains de ses connaissances affirmaient qu'au milieu des années 60, Marshall vivait à Riverside, le lieu du meurtre de Cheri Jo Bates, et qu'à la fin des années 60, il avait déménagé à San Francisco, où il vivait dans un sous-sol près du lieu du meurtre du chauffeur de taxi Paul Stein, l'un des suspects. Rick Marshall est devenu l'un des suspects grâce à des messages anonymes adressés à la police. Le détective de la région de Napa en Californie, Ken Narr, qui a enquêté sur l'affaire du Zodiac pendant plusieurs décennies, a notamment vérifié le suspect Rick Marshall. Cependant, il l'a finalement exclu de la liste, car ses empreintes digitales ne correspondaient à aucune des empreintes que la police attribuait au Zodiac. Ross Sullivan a commencé à être sérieusement considéré comme un potentiel Zodiac. Très récemment, des journalistes ont réussi à découvrir qu'il était le principal suspect dans le meurtre de Cheri Jo Bates à Riverside en 1966. Je rappelle qu'à l'époque, la police locale avait un suspect sérieux, mais son nom est resté inconnu pendant longtemps. En 1966, Sullivan travaillait justement comme assistant à la bibliothèque de Riverside, à proximité de laquelle le crime a eu lieu. D'après les souvenirs de ses connaissances, c'était un gars tranquille, portant des vêtements militaires, y compris des bottes militaires. De plus, Sullivan ressemblait extérieurement au croquis du Zodiac. Mais était-il vraiment lui? Peu probable. Il n'y a aucune preuve sérieuse. Il n'existe aucune preuve sérieuse liant Sullivan au meurtre de Bates, et encore moins aux 5 autres crimes officiellement attribués au Zodiac. À la fin de 2021, de nombreux titres sont apparus, en ligne, que l'on peut résumer ainsi. La véritable identité du Zodiac a enfin été révélée. Il s'agit d'une enquête menée par un groupe appelé Cass Breakers. Selon les responsables de l'organisation, il s'agit d'un mélange de dizaines d'anciens agents des forces de l'ordre, et l'activité principale de l'équipe est d'enquêter sur ces affaires non résolues, des crimes non élucidés. Selon les représentants du groupe, ils ont analysé au cours de plusieurs années une énorme quantité de documents et de données concernant le Zodiac et en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de Gary Post, ancien membre des forces armées. Il vivait tout près du lieu du meurtre à Riverside et portait des chaussures militaires, ce qui est logique pour un ancien militaire. Les enquêteurs affirment qu'il ne ressemblait pas seulement au Zodiac, mais qu'il avait également une cicatrice sur le front, comme sur l'un des célèbres croquis témoins. De plus, les enquêteurs soutiennent que le nom de Post apparaît dans les codes du Zodiac. Enfin, il aurait également des liens non seulement avec les meurtres officiellement attribués au Zodiac, mais aussi avec plusieurs autres crimes. Les autorités judiciaires, qui mènent toujours officiellement l'enquête sur les crimes du Zodiac, ont déclaré que les preuves fournies par le groupe concernant Gary Post ne sont pas convaincantes. En général, je ne suis pas surpris, car en visitant le site de cette organisation, j'ai reconnu un personnage familier. En effet, le responsable du groupe est le journaliste Thomas Colbert. J'ai rencontré cet homme avec sa femme pendant que je travaillais sur une vidéo concernant la disparition de D.B. Cooper. À l'époque, Colbert affirmait également avoir trouvé le véritable Cooper. Les résultats de son enquête n'ont été reconnus par personne, et Colbert s'est ensuite tourné vers la recherche du Zodiac. Je ne serais pas surpris si, dans quelques années,
cet homme affirmait avoir trouvé le véritable Jack l'Éventreur, et de surcroît vivant. Et enfin, nous en sommes arrivés au suspect que de nombreux experts du Zodiac considèrent comme le véritable tueur en série de Californie. Commençons par le timing. Fin octobre 1966, meurtre de Sherry Joe Bates à Riverside, dans le sud de la Californie. Allen a raconté. Allen a raconté qu'il se trouvait dans le sud de l'État à ce moment-là, bien qu'il travaillait et vivait dans le nord de la Californie. Le 20 décembre 1966, un meurtre de jeune a eu lieu à Noël, le premier crime officiellement attribué au Zodiac. À ce moment-là, Allen vit dans la ville de Vallejo, à seulement 7 minutes en voiture du lieu du crime. Le 4 juillet 1966, le meurtre de Darlene Ferrin a eu lieu. Le domicile d'Allen est encore plus proche du lieu du crime. Le 27 septembre 1966, un meurtre a eu lieu au lac Rhys. Allen affirme qu'il était chez lui à ce moment-là, mais il n'y a personne pour confirmer ou infirmer son alibi. À la fin de 1974, aucun meurtre attribué au Zodiac ne se produit officiellement durant cette période. Pendant ce temps, Allen étudie au collège dans la ville de Sonoma, non loin de San Francisco. En 1974, Allen est accusé de corruption de mineurs et arrêté. Les lettres confirmées du Zodiac cessent. C'est déjà pas mal, convenez-en. Et cela ne retient pas l'attention de la police en lien avec le meurtre de Cecilia Shepard, au lac Rhys, en septembre 1966. À ce moment-là, il travaille. À cette époque, il travaille comme agent d'entretien dans une école de la ville de Vallejo, à proximité. Allen, ancien militaire, est un homme de grande taille, avec des cheveux foncés clairsemés, pesant plus de 100 kilos et mesurant environ 140 cm, n'a pas pu fournir d'alibi au moment du meurtre de Shepard. Le 27 septembre, il a simplement déclaré qu'il était chez lui et ne se souvenait pas si ses parents étaient à la maison à ce moment-là. Un peu plus d'un an plus tard, Allen se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs de la police. Le détective Dave Toschi reçoit des informations de l'un des départements de police de Californie. 2 hommes s'y sont présentés, affirmant qu'ils connaissaient Lee Allen plusieurs années avant le début des activités du Zodiac, et qu'il leur avait parlé de ses idées de commencer à tuer des gens, puis d'envoyer des lettres à la police avec des détails, et de les signer Zodiac. Allen avait déjà eu des problèmes mineurs avec la loi dans les années 60. Par exemple, une fois, il a été renvoyé de son poste à l'école pour avoir apporté une arme sur place, et une autre fois, apparemment pour un comportement inapproprié avec. Dave Toschi et ses collègues ont interrogé Lee Allen en 1971. Celui-ci a nié avoir jamais parlé de meurtres et de lettres avec des connaissances. Lors de la rencontre, Allen portait une montre de la marque Zodiac avec le logo familier. Allen a déclaré que sa mère lui avait offert cette montre quelques années auparavant. Il y avait des témoins qui affirmaient avoir vu le signe du Zodiac chez Allen. D'ailleurs, il reste encore flou ce que signifiait ce signe et d'où il provenait. La possibilité des montres? Peut-être s'agit-il d'un symbole astrologique ou médiéval, ou peut-être d'une cible? Quoi qu'il en soit, la police commençait progressivement à avoir de plus en plus de raisons de penser qu'Allen était le Zodiac. Il possédait des armes, y compris celles des modèles ayant servi à commettre plusieurs crimes. En un mot, pour la police, Arthur Lee Allen devenait le principal suspect. Ils ont obtenu l'autorisation de fouiller la remorque dans laquelle il vivait, mais n'y ont trouvé rien qui relie Allen au Zodiac. Un expert en écriture a conclu qu'Allen n'était pas l'auteur.
Ainsi, la police n'avait rien à reprocher à Allen. Cependant, 20 ans plus tard, au début des années 90, il a de nouveau attiré l'attention des forces de l'ordre grâce à une information d'un informateur. Les policiers ont obtenu l'autorisation de perquisitionner la maison d'Allen, et ils y ont trouvé des armes qui lui appartenaient. Cependant, cela ne prouvait en rien qu'il était le Zodiac. Le suspect lui-même affirmait qu'on tentait de l'accuser d'actes qu'il n'avait pas commis. Enfin, à cette même époque, un ancien détective de la ville de Vallejo a retrouvé Mike Joe, victime lors du crime du 4 juillet, et lui a montré des photos de plusieurs suspects, parmi lesquels se trouvait Allen. Joe a désigné Allen et a déclaré que c'était cet homme qui l'avait attaqué. Cependant, il a précisé qu'il n'avait pas très bien vu le meurtrier à cause de la forte lumière des phares. Il convient également de noter que 2 décennies s'étaient écoulées depuis le crime et que Mike Joe souffrait de diverses dépendances. Allen est décédé seulement 1 an après cette rencontre. Robert Graysmith, ancien illustrateur du San Francisco Chronicle, est l'un des principaux enquêteurs de l'affaire du Zodiac, a écrit plusieurs best-sellers sur cette histoire, qui ont servi de base à un film hollywoodien avec Robert Downey Jr. et Jake Gyllenhaal. En résumé, Graysmith est convaincu de la culpabilité d'Allen, malgré l'absence de preuves et d'indices vraiment sérieux. Le Zodiac est devenu le Jack, l'éventreur du XXe siècle, et les deux ont eu 5 victimes reconnues. Cependant, dans le cas de l'éventreur, il y a beaucoup moins de certitude quant à leur nombre en raison du temps écoulé. Ainsi, ni l'un ni l'autre ne sont clairement les tueurs en série les plus cruels de l'histoire. Néanmoins, ils sont les plus connus. La raison en est qu'ils n'ont jamais été capturés. En ce qui concerne le Zodiac, après 50 ans, son affaire semble probablement plus vaste qu'elle ne l'était à l'origine. En effet, tous les meurtres étaient principalement traités par les services de police locaux et non par des agences comme le FBI. Cela a peut-être été l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été capturé. Les départements de police n'étaient pas en mesure de communiquer entre eux de manière suffisamment efficace. Chacun s'occupait principalement de son propre crime, ce qui a finalement entravé l'enquête globale. Beaucoup de ceux qui ont examiné l'affaire du Zodiac avaient leur principal suspect. Certains sont convaincus qu'il s'agit de Rick Marshall, d'autres pensent que c'est Ross Sullivan, d'autres encore croient que c'est Arthur Leigh Allen, et ainsi de suite. Le degré de certitude de l'enquêteur pouvait être de 80 à 90%, ou même de 99%, mais il restait toujours au moins une part de doute. Et ici se pose la question principale. Ce chiffre de certitude atteindra-t-il un jour 100%? À ce sujet, j'en doute fortement.